La voie civile, l'ordonnance de protection. Le juge aux affaires familiales aura à statuer sur une demande d'ordonnance de protection afin de protéger la victime d'un conjoint ou d'un ex-conjoint violent et de prendre les mesures adaptées à la situation de la famille, notamment lorsqu'il y a des enfants. La personne en danger ou la victime va s'adresser au juge aux affaires familiales en déposant une requête. Elle pourra être ou non assistée d'un avocat. Le juge aux affaires familiales rendra sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. Et l'ordonnance sera délivrée dans un délai maximal de 6 jours à compter de la fixation. La victime devra apporter la preuve des violences et du danger qu'elle court par tout moyen, de façon à constituer un faisceau d'indices. La preuve de la vraisemblance des violences peut être apportée par une victime ou une personne en danger de plusieurs manières, et notamment par un faisceau d'indices. Le faisceau d'indices, ça veut dire une main courante, une plainte, des témoignages qui vont être ce qu'on appelle circonstanciés, c'est-à-dire détaillés. Aussi un certificat médical, des décisions pénales, des jugements. C'est tout un contexte qui va être pris en compte, tant pour démontrer le risque de réitération que la difficulté à sortir de l'emprise. Le juge aux affaires familiales prendra plusieurs mesures destinées donc à protéger la victime. Des mesures d'éloignement, donc interdire aux défendeurs d'entrer en relation par tout moyen, donc ça veut dire par le téléphone, par des SMS, par des mails, avec la personne en danger, interdire à l'auteur de se présenter dans certains lieux, de détenir une arme. Le juge aux affaires familiales va statuer sur l'attribution du logement commun si les deux parties vivent ensemble et il pourra l'attribuer à la personne à protéger. La voie pénale, la plainte. La victime peut porter plainte au commissariat, à la gendarmerie ou par courrier au procureur de la République. Il faut que soit clairement dit aux gens qui ont l'intention de déposer plainte pour violence, on ne peut jamais leur refuser, c'est pas possible. Voilà, donc il faut insister, il faut passer par un autre service d'enquête si jamais on essuie un refus, ou directement par le procureur. La plainte déclenche une enquête pour vérifier que l'infraction est établie. Je pense que le premier droit de la victime, c'est qu'il y ait une enquête digne de ce nom qui soit lancée. Cela consiste à réunir le plus d'informations possible pour déterminer si le délit de violence est constitué ou non. Dans la justice pénale, le procureur il a une place très centrale. Il va diriger la police judiciaire, donc diriger toutes les enquêtes, que ça soit fait par la gendarmerie ou par la police. Qu'est-ce que je vais être amené à prendre ? C'est l'audition de la victime, c'est la première chose. L'audition de l'auteur. Des témoignages éventuels, des examens et des expertises qui vont intervenir. D'une façon générale, je vais m'appuyer sur tout ce qui peut exister, tout ce qui pourra être renseignement utile qui nous permettra de voir si effectivement ces faits ont bien été commis. La justice va, à partir de ce moment-là, regrouper l'ensemble de ces éléments et faire ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Ce qui est très compliqué sur les violences psychologiques, c'est la preuve. Le plus compliqué à déterminer, c'est ces violences psychologiques. C'est pour ça que l'enquête est importante. L'enquête, le voisinage, l'entourage, les amis, le côté professionnel. Tout ça, c'est important à auditionner aussi pour voir quelle emprise vraiment a l'agresseur sur la victime. Comment il agit avec elle. Et je voulais pas partir dans le conflit du tribunal, parce qu'en plus, c'est vrai que quelque part, j'ai jamais été faire constater mes blessures, prendre des photos. Mon avocate m'avait dit, tu crois franchement que sans preuve, arriver au tribunal, il va laisser dire qu'il t'a tapé ? Ça va être après, du coup, un combat de venir expliquer vraiment et prouver que ce que tu dis, c'est vrai, quoi. Parce que souvent, après, quand on n'a pas de traces malheureusement physiques, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Au début, quand il y avait du monde, il se contenait, tout allait bien. C'était des compliments, il était attentionné. Puis quand les gens repartaient, c'était toute une autre personne, quoi. Jamais personne dans mon entourage s'est rendu compte de ce que je pouvais vivre à la maison le soir. Donc, et je pense que ça aussi c'était calculé, parce que partout où il allait, il me mettait encore toujours sur un piédestal.
Et ma femme, c'est la femme la plus merveilleuse, c'est la plus belle. Donc jamais personne n'aurait pensé qu'il avait ces attitudes-là avec moi. On essaiera de voir aussi quels sont les besoins sur les mesures de sûreté. Quand on prend une plainte, on demande à la personne si elle souhaite une injonction d'éloignement. Si elle nous dit oui, on informe le procureur. Lui va faire une réquisition au JLD, donc au juge des libertés de la détention, qui lui peut prendre la décision de mettre en place cette injonction d'éloignement. Pendant la durée de la procédure, le procureur peut décider de l'éloignement du conjoint violent du domicile, son placement sous contrôle judiciaire en respectant une ou plusieurs obligations comme ne pas s'approcher de la victime ou d'une détention provisoire. Et puis, dans les outils les plus récents, on retrouve aussi des mesures de sûreté, non pas juridiques, mais vraiment techniques, qui ont été développées. Le téléphone grand danger, qui permet à la victime d'avoir sur elle un moyen d'appeler très rapidement les secours, de déclencher une alerte. Le bracelet anti-rapprochement, qui est un système plus perfectionné, mettre en rapport l'éloignement physique entre celui qui a été auteur et celle qui est victime. Donc ça peut être fait au stade de l'enquête, ça peut être fait au moment du jugement, ça peut être fait après. Nécessairement, on a un certain nombre d'affaires pour lesquelles la justice devra dire « je ne sais pas ». Et si je ne sais pas, ça s'appelle, pour le procureur de la République, un classement sans suite, c'est-à-dire qu'on arrête l'enquête, il n'y aura pas de suite, parce que je ne peux pas établir que les faits sont avérés. Même avec tout un faisceau d'indices, parfois le procureur estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour démontrer les faits. Donc ce n'est pas que le procureur ne croit pas à la victime, c'est que face à un tribunal, il pense qu'il ne pourra pas démontrer les faits. Dans tous les cas, il y aura une trace. Et même si le dossier est classé, il pourra servir, peut-être plus tard, s'il y a réitération des faits sur la même victime ou sur d'autres victimes. Je ne me sens pas lié par un retrait de plainte. C'est qu'une fois que la justice est saisie, que le procureur est saisi de faits aussi graves que des violences intrafamiliales, j'irai au bout de la mission. Une fois que j'ai une infraction qui tient, moi, mon rôle va être d'orienter l'affaire vers la bonne procédure, c'est-à-dire apporter une réponse qui sera dans l'objectif de prévenir la récidive. Si l'infraction est constituée, le procureur peut décider alors de la procédure la plus adaptée à la situation. Soit il saisit le juge d'instruction pour une enquête plus approfondie, soit il décide d'une alternative aux poursuites pénales par un rappel à la loi ou une composition pénale, soit il décide d'une poursuite judiciaire par convocation ou comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Il faut que la victime se rende compte qu'elle ne trouvera pas toute la solution à sa situation dans la justice. Le problème essentiel de la victime, c'est de se faire aider. C'est une démarche personnelle qu'elle doit avoir. Ça oui. Pour quand même vraiment comprendre, je pense que c'est quand j'aurais vu un professionnel, que j'aurais tout compris, que je serais réellement sortie d'affaire. Parce que pour connaître son histoire, il faut la comprendre pour... Quand je lui amène les enfants, j'ai une boule au ventre et la peur qui revient. Voilà, je le croise dans la rue, j'ai encore cette peur de me dire qu'est-ce qu'il va encore faire, qu'est-ce qu'il est encore capable de me faire. Ouais, on est parti vraiment de bas et de se dire on n'est pas comme tout le monde, mais de se dire on a le droit de vivre bien. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être complètement sortie de ça. C'est vrai que j'ai eu tellement de rebondissements dans ma vie aussi depuis. J'ai monté des entreprises, j'ai avancé, j'ai concrétisé plein de projets. Et je m'étais dit, si un jour je peux partir, j'arrêterai de fumer. Et le jour où je l'ai quitté, j'ai fumé un paquet de cigarettes dans la nuit. Et ça a été le dernier, je n'ai jamais pu retoucher une cigarette.
J'ai dépassé vraiment une grosse angoisse. C'était vraiment la peur bleue. J'aurais jamais pensé arriver à le faire. Je crois qu'on se doit d'être là pour toutes celles qui vivent encore et toutes celles qui sont parties. Voilà. Moi, je crois que c'est un hommage pour elles.